Je vais vous présenter la fondation d'Iguer, qui est basée à Tavannes, pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, le but de la fondation d'Iguer, si on veut, en quelques mots, c'est de dire, c'est mettre la technologie ou les technologies au service des plus pauvres, notamment au niveau du déminage, mais on essaye de voir un petit peu plus large maintenant. Alors, je me présente parce que moi, j'aime pas quand il y a un orateur qui vient, puis on ne sait pas qui c'est, puis à la fin, on se dit « Ah, mais c'était lui !» Voilà, quoi. Donc voilà, je m'appelle Frédéric Guerne, je suis le directeur et le fondateur de la fondation que je vais vous présenter ici. Je suis ingénieur de formation, j'ai d'ailleurs un de mes professeurs qui est ici, ça me fait trop plaisir. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie avant et pendant que je faisais démarrer la fondation. J'ai passé la moitié de ma vie dans le déminage humanitaire, j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps, ça m'a juste fait peur, c'est-à-dire 25 ans dans ce monde-là. Je suis un enfant de Tramelan, je suis né à Tramelan, j'ai fait toute ma scolarité ici. C'est aussi pour ça que je suis un peu anxieux ce soir, quoi. Je suis marié à Béatrice, qui est là, j'ai 2 enfants. Comme activité annexe, parce qu'il faut bien changer les idées de temps en temps, je suis brasseur artisanal aussi. Alors ce soir, on va parler forcément de mines antipersonnelles, on va parler de trucs qui pètent. Il faut commencer par ça, parce que ça c'est notre problème, ça c'est notre ennemi. C'est quoi? Alors, on en a tous pas mal entendu parler. Les mines ont fait beaucoup parler d'elles dans les années 1900, juste avant les années 2000, 1997, 1998. Vous vous souvenez peut-être Lady Diana, avec son gilet pare-balles, ses photos en Angola. C'était dans le cadre des traités d'Ottawa. Les traités d'Ottawa, c'est ces fameux traités, j'en reparlerai sûrement, je vais sûrement les mentionner encore 1-2 fois ce soir. C'est ces fameux traités qui ont été signés notamment par la Suisse en 1997, pour interdire la production, le stockage, le marché, le commerce et surtout l'utilisation des mines antipersonnelles. Je dis bien mines antipersonnelles, parce que vous verrez tout à l'heure, je vais vous parler encore d'autres problèmes qui ne sont pas concernés par le traité d'Ottawa, notamment tout simplement, par exemple, les mines anti-chars. On a dit non, ça c'est trop utile, on ne va pas signer, on en a trop besoin. C'est ça, c'est très pragmatique. Petite anecdote, je l'aime cette anecdote, ça y est, je commence déjà, c'est foutu, quoi. Quand la Suisse vient de signer le traité d'Ottawa, ils doivent détruire leur stock. Et juste à cette époque, je vais à Thun voir des militaires, et puis moi j'avais besoin de mines pour mes tests. Et ils avaient un problème, parce que juste avant de signer les traités d'Ottawa qui interdisaient leur stockage, ils venaient d'acheter des toutes nouvelles mines, toutes flambant neuves, des mines directionnelles activées par un fil piège. Donc vous prenez les pieds dans le fil, ça vous pète à la figure. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on ne peut quand même pas les foutre à la poubelle, hein, c'est un peu dommage quand même, ces belles mines. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé le fil des kits, ils disaient maintenant, on les active à distance, c'est quelqu'un qui presse sur le bouton, c'est plus une mine, c'est une arme dirigée, voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réglé le problème. Ça, c'est une petite anecdote comme ça, pour vous dire que ça a pris un peu du temps. Les traités d'Ottawa traitent les mines antipersonnelles. Ces mines antipersonnelles posent pas mal de problèmes, hein, on le sait, on en a déjà pas mal entendu parler. Alors, les problèmes sont les suivants. C'est que ce sont des armes extrêmement bon marché. Quand vous allez en Afrique ou en Asie ou dans les pays avec des guerres où les budgets ne sont pas immenses, vous allez toujours trouver 3 armes. Vous allez trouver la Kalachnikov, la K47, hein, le fusil d'assaut, $20, 1 cent la cartouche. Vous avez les prix si vous voulez en acheter sur le catalogue. C'est hyper bon marché, quoi. Vous avez le lance-roquette RPG-7, c'est un machin qui ne coûte pas beaucoup plus cher, qu'on voit un peu partout, et les mines antipersonnelles. Une mine comme celle que vous avez là, c'est 1 franc. Voilà, 1 franc. Voilà, 1 franc. Donc en fait, dans les conflits qui ont impliqué des pays pauvres, les conflits, les guerres civiles notamment, la décolonisation, ça a été utilisé massivement. La plupart des mines ont été posées dans les années 70, fin des années 60, années 70, 80. C'est là qu'on en a utilisé un peu partout, que ce soit en Asie, guerre du Vietnam, en Afrique, toutes ces décolonisations, toutes ces guerres civiles, on les a utilisées massivement. Et le problème des mines, il est tout simple. Vous faites la guerre, vous avez un fusil, vous avez des canons, ou j'en sais rien, c'est fini, vous les rangez, plus ou moins. Mais au moins, vous évitez de les utiliser. Les mines, elles sont posées. Au début, on a fait des beaux plans, on sait où elles sont posées, et puis avec le temps, celui qui a fait le plan, il est peut-être mort. Il a peut-être fait le plan il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les plans, on les oublie.
Et puis petit à petit, on oublie même qu'il y avait des champs de mines. Et puis petit à petit, on ne sait plus du tout où elles se trouvent. Et les mines, ça a la vie longue. Les premières mines fabriquées industriellement, elles datent de la guerre de sécession, 1860-1870 à peu près. Et il semblerait qu'on en retrouve encore des actives actuellement. Donc voilà, elles ont la vie longue. On dit toujours, il y a une anecdote, un des grands fabricants de mines était italien, et il y avait des actions Fiat derrière cette entreprise. Puis les gens disaient, ben, leurs mines, elles durent plus longtemps que les carrosseries des Fiat, quoi, hein. Voilà. Donc en fait, les mines, la guerre est finie, elles sont là, on ne sait plus où elles sont, et elles frappent de manière indiscriminée. Ça veut dire qu'un fusil, généralement, vous essayez quand même plutôt de viser, et c'est vous qui appuyez sur la détente. La mine, elle a un critère, c'est le poids, 5 kg. Si vous pesez plus que 5 kg, en moyenne, hein, paf, ça pète. Donc un enfant, ça pète la même chose qu'un adulte, qu'un soldat, qu'un civil, peu importe. Elle frappe de manière indiscriminée. Voilà, on a déjà un gros problème qui commence à émerger. Un autre problème, qu'on connaît un petit peu moins, c'est que les mines, elles vont faire ce qu'on appelle des blessures exagérées. Les premières mines étaient, en réalité, c'était des blocs ce qu'on appelle des blocs de destruction. C'est des blocs de TNT, 200 grammes à peu près, qui sont utilisés par le génie pour faire péter des voies ferrées. C'est des petits blocs standards pour faire du travail, on va dire, quoi. Et on a fait les premières mines avec ces blocs standards. Donc ça veut dire que les premières mines contenaient à peu près 200 grammes d'explosifs. Vous marchez sur une mine qui contient 200 grammes d'explosifs, elle va vous sectionner les deux jambes, flap. Vous allez vous vider de votre sang, vous êtes mort. Vous n'avez quasiment aucune chance de survie avec une charge de 200 grammes. Et les fabricants de mines et les militaires qui les utilisent se sont dit, mais c'est un petit peu dommage, les gens ils meurent un petit peu trop vite. Parce que quand vous avez une offensive, si vous avez un soldat qui pète sur une mine et qu'il est mort, ben il est mort. Si vous avez le soldat qui rentre dans le champ de mine, il pète sur la mine et il est juste un petit peu mutilé, il va hurler, il reste conscient, et ses copains vont devoir aller le chercher. Donc, il risque de péter aussi sur une mine. Ça va générer, vous allez devoir l'extraire, vous allez devoir l'amener dans un poste sanitaire. Et les mines font parmi les blessures, les pires blessures de guerre avec les gaz de combat. Donc, en fait, il vous faut des chirurgiens spécialisés pour faire les amputations. Donc, en fait, les mines modernes ne contiennent plus de 100 grammes d'explosifs, elles contiennent entre 20 et 50 grammes d'explosifs. C'est juste suffisant pour vous couper le bas de la jambe. Vous survivez généralement à ça. Et avec ça, ben, en fait, on a réussi à générer beaucoup plus d'effets en temps de guerre, mais je vous laisse imaginer ce qui se passe en temps de paix. Ça veut dire que, par exemple, ben, vous prenez un agriculteur au Cambodge, il va, poum, il déclenche une mine, il est tué. Bon, ben, sa famille, elle a perdu le papa ou le père, elle va vivre son deuil et elle va pouvoir redémarrer. Et il marche sur une mine qui le mutile. Il n'y a pas de sécurité sociale, hein, il n'y a pas d'assurance accident là-bas. La famille, non seulement va perdre le père de famille ou peu importe, quoi, mais en plus, il va être à la charge de la famille. Et vous avez en fait tout un pan de l'économie qui va pouvoir se dégringoler, qui va pouvoir s'effondrer par cet effet, où la charge d'un papa, d'une maman, d'un enfant va amener toute la famille à sombrer dans la pauvreté. Ça peut générer de la prostitution, des choses comme ça, simplement pour survivre suite à ça. Donc on a des effets absolument épouvantables. Allez, je passe au dia suivant. Ça, c'est la contamination. Où est-ce qu'on les trouve, ces mines? Ben, là où c'est rouge, c'est là où il y a des mines. Voilà. Là où c'est vert, c'est où il y avait des mines et où il n'y en a plus. Donc ça veut dire qu'à la base, il y en avait pas mal. Et puis là où c'est strié, c'est il y en a plus, mais il y a quand même eu encore quelques accidents. Donc c'est blanc là où il n'y en a pas. Bon, il n'y a pas beaucoup de blanc. Ça, c'est la problématique. Donc voilà, ça c'est la situation à peu près, ça c'est en 2020, hein, donc c'est la dernière que j'ai trouvée, je n'ai pas encore 2021. Je vous ai parlé des mines. Alors, les mines antipersonnelles, hein, ces petites machins en plastique sur lesquels on marche, les mines à fragmentation, il y a des subtilités. Si je commence, j'en finis pas. Hein, il y a de tous les machins piégés, les machins qui vous détectent d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, il n'y a pas que les mines. Alors, les mines, on en parle depuis les traités d'Ottawa, beaucoup. Ça s'est fait connaître dans le grand public. Mais nous, on a vu depuis 25 ans des situations évoluer. Malheureusement, pas forcément en bien. Alors, la problématique, c'est ce qu'on appelle les résidus explosifs de guerre. Les mines en font partie, mais il n'y a pas que les mines. Ça serait quand même trop facile, sinon. Donc, on a les fameux, par exemple, les stocks de munitions.
Les munitions, elles ont un microdata. D'accord? C'est à peu près ça, quoi. C'est des explosifs normalement assez stables, mais par exemple, les systèmes de déclenchement ne sont pas forcément faits avec des explosifs très stables. Donc en fait, vous avez des pays qui s'équipent, qui se suréquipent, et puis je ne vous dis pas, avec la guerre froide, c'était épouvantable, et on retrouve parfois des stocks, mais des stocks immenses. Et puis, ben voilà, les étagères se sont fait bouffer par les termites, flaf, ça s'effondre, le chaud a fait que les explosifs commencent un peu à migrer, à couler, à suinter. Et on se retrouve avec des stocks de bombes, de munitions. Et ces stocks sont ultra instables selon les conditions, quoi. On a eu des accidents assez épouvantables dans des quartiers, parce que souvent les stocks sont à l'extérieur des villes, mais la ville elle grandit, puis elle se grandit autour du stock, puis des fois le stock il part en cacahuète, quoi, hein, tout pète. Puis quand ça pète, c'est assez fantastique parce que ça pète bien fort au milieu, mais la plupart des munitions elles sont projetées. Donc vous vous retrouvez avec des munitions étalées sur des kilomètres alentour qui ont été lancées dans tous les sens, puis vous ne savez pas dans quels états elles sont. Donc, en fait, les stocks posent de grands problèmes. Ensuite, vous avez les engins non explosés. Ça, c'est ce qu'on voit dans les actualités, hein, dans toutes les guerres. Il faut savoir qu'une munition suisse de haut de gamme, elle a un taux de raté de 1% à peu près. Un obus tiré par un obusier suisse, c'est du super haut de gamme, on paye un paquet pour que ça marche. Elles ont un taux de raté de 1%. 99 pètent à l'impact, et puis 1%, ça ne marche pas. Voilà. Et ça, c'est quand c'est des bonnes munitions. Normalement, vous arrivez à un taux de 5% de dysfonctionnement entre les obus de mortier, les obus, tous ces trucs-là, quoi. Puis quand on a une guerre, on en tire quand même plus que 100 en général, quoi. Donc en fait, ça, c'est un immense problème. C'est tous ces machins qui n'ont pas fonctionné. Ils sont souvent dans un état, c'est un peu moins dangereux qu'une mine, mais on ne sait pas dans quel état ils sont. Et dans les engins non explosés, il y a une catégorie dont on entend pas mal parler maintenant aussi en Ukraine, c'est ce qu'on appelle les bombes à sous-munitions. Les bombes à sous-munitions, c'est des espèces de containers qui sont sous les avions, qui peuvent être aussi, qu'on lâche comme une bombe d'aviation, par exemple, ou alors c'est tiré avec de l'artillerie, des missiles aussi. Et ce qu'ils ont une spécialité, c'est que ce n'est pas un machin qui arrive au sol puis qui fait une grosse explosion, c'est un machin qui, en l'air, s'ouvre, pop, et puis il va vous lancer des centaines de munitions. Des munitions qui vont s'étaler, hop, et puis arriver au sol, elles vont péter. Donc en fait, il faut imaginer des grenades, vous lancez 400 grenades à la fois, et puis voilà, ça a été énormément utilisé dans la guerre du Vietnam. On a bombardé énormément le Laos avec ça, qui était un pays neutre, bombardé par la CIA, opération noire, totalement illicite. Le Laos est complètement couvert de ces saloperies. Et les sous-munitions, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont encore beaucoup plus sensibles qu'une munition comme un obus, par exemple, un obus de mortier. Elles sont extrêmement sensibles quand elles n'ont pas détonné. Et elles ont un taux de dysfonctionnement qui va jusqu'à 30% dans les sols tendres. Par exemple, elles arrivent dans la végétation, ça les freine, puis pop, elles ne pètent pas. Voilà. Alors, c'est une véritable catastrophe, quoi. Et ça, en ce moment, ils s'en tirent des quantités, il semblerait assez importantes. Après les vidéos qu'on a pu voir, le type d'explosion au sol, la Russie ne se gêne pas d'utiliser ce genre de truc en ce moment. Dans des villes, c'est super. Dernière catégorie, ça c'est celle qui a émergé le plus dans les dernières années. On a vu ça arriver en Syrie, en Irak, de manière quasiment industrielle. On a connu ça dans tous les conflits, mais c'est ce qu'on appelle les engins explosifs improvisés. IED en anglais, EEI en français. C'est utilisé dans les conflits asymétriques. Un conflit asymétrique, c'est que vous avez une armée style la coalition américaine, anglaise, française, qui a des moyens colossaux, puis derrière, vous avez une armée qui a peu de moyens. Et l'armée qui a peu de moyens, elle a peu de moyens, donc elle fait avec ce qu'elle peut. Donc vous la pilonnez, donc par exemple, on prend l'exemple de du groupement État islamique en Syrie, ils sont dans une ville, ils prennent une ville. Vous voulez les chasser, vous ne voulez pas tuer vos soldats, donc vous pilonnez, vous rasez la ville. Ça pète partout, vous rasez la ville. Les gens du groupement État islamique sont dans des tunnels, une grande partie survit. Quand le bombardement est fini, ils sortent, ils récupèrent tout ce qui n'a pas pété et ils les modifient, ils les bidouillent avec des téléphones portables, avec des fils, avec des capteurs infrarouges, des machins achetés sur AliExpress. On a tout vu. Et avec ça, ils font des bombes artisanales. Il n'y en a pas deux identiques, enfin, quoique, ils ont même quasiment des modes d'emploi pour les faire maintenant. Et on a trouvé des usines de fabrication, des ateliers quasiment industriels de fabrication. Celui que vous avez là à droite, c'en est un qu'on a pris en photo en Irak. Ça, c'est fait avec de l'engrais, quoi. C'est des tuyaux d'eau qu'ils ont enlevés, qu'ils ont coupés au chalumeau, ils ont foutu de l'engrais dedans, et puis ils ont fait des bombes.
Alors ça, le gros problème avec ces machins, c'est qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent, on ne sait pas comment ils sont piégés. Il n'y en a pas deux identiques. La mine industrielle, généralement, on connaît. Quand on la trouve, on arrive un petit peu là. Il y a peu de risques. On sait comment la neutraliser. Ces bidules-là, au début, on coupait le fil, ça la neutralisait. Après, ils ont mis un bidule que quand vous coupez le fil, c'est le dernier fil que vous coupez, quoi. Donc, c'est épouvantable. Et ça, dans les derniers conflits, c'est quasiment fabriqué industriellement. Et ça, c'est quelque chose de neuf. Je peux vous dire que la plupart des soldats américains morts, pas la plupart, c'est sûr et certain, la majorité des soldats américains morts en Afghanistan, c'est ça qui les tue. Parce qu'en fait, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont dû changer les véhicules n'encaissent plus. Un engin explosif improvisé comme ça, ce n'est pas 20 grammes d'explosifs. La moyenne en Irak est à 25 kilos. Ça, c'est la moyenne. Et ça peut monter à 200-300 kilos d'explosifs. Donc, ça vous flingue un char Abrams, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la vue de la situation à quoi on fait face. Ça, ce sont les victimes. Donc, vous avez là la carte des victimes. Comme vous voyez, avant, c'était beaucoup plus rouge, la présence de mines. Là, heureusement, ce n'est pas la même intensité partout. Donc, plus c'est foncé, plus il y a de victimes. Vous voyez que, par exemple, les pays quasiment noirs, c'est les pays dans lesquels on ne peut pas agir en ce moment. Vous avez le Mali, c'est vraiment chaud. Même les Français s'en sont retirés. Le Nigeria, ça va encore, mais c'est vraiment limite. On retrouve l'Afghanistan. On retrouve la Syrie, bien sûr l'Ukraine, et puis le Myanmar, mais ça c'est plutôt une dictature, ça c'est encore un autre problème, quoi. Donc en fait, c'est le gros problème, c'est que la plupart du temps, quand c'est intense, quand il y a beaucoup de victimes, on ne peut même pas intervenir, c'est compliqué. Mais après, on essaie d'intervenir dans les autres pays de manière générale, quoi. Il y a assez à faire. Alors, on a parlé des victimes. Les victimes des mines, vous avez eu la campagne des traités d'Ottawa, vous avez les campagnes de recherche de fonds, généralement. C'est ça qu'on vous montre. C'est sûr que c'est la réalité. C'est des enfants mutilés et tout ça. Il ne faut pas oublier aussi que les campagnes de collecte de fonds, c'est aussi pour toucher vos émotions. On joue là-dessus, c'est logique, on veut des sous, quoi. Mais il y a une réalité derrière. Mais cette réalité, je vais déjà en parler. 2020, les statistiques recensées. Ça, c'est les statistiques recensées. C'est ceux qu'on a retrouvés ou ceux qui ont pu arriver à un poste sanitaire. Il y a tous les autres. Parce que dans certains pays, on n'y arrive pas, puis ils disparaissent. Donc en fait, 7000 victimes, vous voyez, 2500 tués, grosso modo, 4500 mutilés, beaucoup plus de mutilés que de tués. 80% c'est des civils, parce qu'en fait, les mines, elles pètent la plupart du temps dans des pays qui ne sont plus en guerre. Donc elles étaient faites pour arrêter des militaires, mais après coup, voilà. Et parmi les civils, la moitié, c'est des gamins. C'est des gamins parce qu'en fait, c'est les gamins qui vont chercher le bois pour faire du feu, c'est eux qui vont chercher de l'eau, c'est eux qui vont faire paître le bétail, c'est eux qui sont dans le terrain. Énormément d'enfants, par exemple, aussi sont touchés. On a eu, par exemple, on prend l'Afghanistan, il y avait une anecdote qui est assez terrible. Dans les camps de réfugiés en Afghanistan, après les Russes, cette fois-ci c'était l'Afghanistan du temps des Russes, il y avait les réfugiés afghans et ils ne comprenaient pas. Il y avait plein d'enfants qui n'avaient plus de bras, plus de mains. Et puis souvent, ils avaient perdu les yeux. Quelque chose leur avait pété, là. Et on ne comprenait pas. Plein. Et on a compris quelques mois, peut-être une année plus tard, en fait, c'était un type de mine, c'est des mines qui sont larguées par hélicoptère, qu'on appelle des mines papillons. Donc elles ont une petite forme de papillon, elles tournent comme ça, comme une graine de samar, les graines d'érable, pour se répartir, pour couvrir des surfaces plus importantes. Et elles ne pètent pas, arrivées au sol. C'est ce qu'on appelle des mines qui sont larguées. Elles tombent sur le sol. Elles sont cachées dans la végétation, vous marchez dessus, poum, ça pète. Mais elles ont une forme qui est un peu bizarre. Et tous ces gamins prenaient ça pour un jouet. C'est là aussi ce fameux mythe des mines en forme de jouet. Ce n'était pas une volonté, mais voilà, les enfants prenaient ça pour des jouets. Puis en fait, ils les prenaient, puis pouf, ça leur pétait dans les mains. Ils perdaient les bras, les mains et puis les yeux. Donc voilà, ça c'est juste pour dire pourquoi les enfants sont plus impactés que les militaires. Ça, on va voir, voilà, c'est une partie du problème. On a parlé de 7000 personnes. On va être un peu cru. 7000 personnes, c'est beaucoup, mais le tabac va tuer beaucoup plus juste en France, par exemple. Donc on pourrait relativiser. Mais c'est une tragédie, j'entends. Après, il faut voir ça. Il y a un autre problème. C'est que vous avez les victimes, ce qu'on appelle directes, c'est ceux qui ont subi l'explosion, et vous avez les victimes qu'on appelle indirectes, et c'est eux. Eux, c'est qui? Ça, la photo, on l'a pris en Irak. C'est un camp de réfugiés. C'est des gens qui ont eu leur ville bombardée, détruite et piégée.
ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils peuvent, hein, ils peuvent. Certains en ont marre d'être dans les camps de réfugiés et ils finissent par rentrer chez eux. On a eu un cas d'une famille, par exemple. Ils rentrent chez eux, les démineurs avaient plus ou moins contrôlé la maison, ça jouait. Tout se passait bien. Et puis, jusqu'au moment où ils ont mis en marche le groupe électrogène de la maison. Voilà, il n'y a plus de maison. Ils avaient piégé en fait le groupe électrogène. Donc en fait, ça, c'est les réfugiés, c'est les gens qui peuvent simplement plus rentrer chez eux, parce que leur chez eux n'existe plus. Et ça, en fait, c'est des quantités beaucoup plus importantes que les victimes directes. On appelle ça les victimes indirectes. Si on prend la pyramide des victimes, voilà, c'est l'intensité qui va décrescendo de haut en bas. Vous avez en haut les victimes directes, la pointe de l'iceberg, c'est les 7000 victimes. En dessous, vous avez les victimes à impact fort. Donc ça va être des gens, des réfugiés. Leur vie est fortement impactée par la présence de mines. Problème d'alimentation aussi. Souvent, les champs de mines vont couper les accès à des champs, vont couper l'accès à de l'eau. Ça, c'est le pire encore. Et puis les points d'eau, je peux vous dire, j'étais en Israël, tous les anciennes citernes étaient complètement minées parce que c'est stratégique, quoi. Donc, vous isolez une citerne, vous rendez son accès impossible, vous impactez une surface, c'est énorme. On a travaillé au Mozambique, là c'était les pylônes électriques qui étaient piégés, parce qu'en fait un pylône électrique il alimente toute une ville, c'est toute une ville que vous pouvez couper pendant des mois selon le cas, quoi. Donc vous avez ces victimes, donc la nourriture et les réfugiés, ça c'est fort, et en dessous les victimes qui sont impactées mais qui vont simplement avoir leur vie qui est dégradée par la présence de mines, mais qui peuvent quand même encore un peu vivre. On a les soins, donc les services de soins, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation. On essayait, ma foi ça a échoué, mais on essayait de monter un projet au Zimbabwe. Et là, en fait, vous avez simplement l'accès aux écoles n'était plus possible. Donc là, vous avez carrément l'éducation qui est impactée. On a travaillé en Angola. En fait, c'est incroyable. Une école entre deux villages. Vous avez des grillages autour de l'école comme chez nous. Le grillage, il est pour que la balle ne parte pas quand on fait du foot, quoi. Mais là-bas, en fait, le grillage, c'est pour que les enfants n'aillent pas jouer dans les champs de mines qui sont juste autour de l'école, quoi. Donc, c'est un petit peu d'autres contraintes. Donc, en fait, ils ne vont pas forcément péter sur les mines, mais ils vont vivre en présence de mines. Et là, on a des gens, c'est massif. En termes de quantité, c'est absolument massif. Vous avez l'industrie qui est impactée. Prenez par exemple la Croatie, qui est un pays qui se relève bien depuis la guerre de Yougoslavie, mais encore une grande partie des zones industrielles sont impactées, qui sont inaccessibles, inutilisables. Et le tourisme. On a un projet qu'on va démarrer prochainement, c'est un projet, enfin non, ça c'est pas vrai, c'est un autre projet qu'en dessous, je les mélange un peu, mais c'est en Angola, il y a un projet qu'on est en train de monter en Angola, et le but c'est de pouvoir redonner accès à des parcs naturels, qui sont une ressource énorme aussi pour le pays, mais qui maintenant sont inaccessibles à cause de la présence de mines, quoi. Il y a beaucoup de coins touristiques, ça je vous le dis juste en passant, il y a beaucoup d'endroits touristiques, la Casamance, au Cambodge ou comme ça, c'est ouvert aux touristes, sortez pas des chemins, je peux vous le dire, quoi. Parce qu'en fait, on ne va pas trop vous dire que c'est miné, parce qu'on ne veut pas faire fuir les touristes, parce que c'est une ressource qui ramène des sous, mais souvent, il y a certains pays, j'ai trouvé ça aussi en Bosnie, en Croatie, les zones touristiques en Croatie, par exemple, vous sortez un tout petit peu de la zone touristique et c'est des champs de mines derrière, quoi. Donc, la promenade d'aventure, méfiez-vous un peu, tout dépend où vous allez, quoi. Et ça, ils ne vous le disent pas, parce qu'ils ne veulent pas faire fuir les touristes. Donc l'impact des mines, il est beaucoup plus que juste les victimes. Même si c'est triste, c'est massif. Alors, on parle de mines, il faut résoudre le problème maintenant. On a parlé de mines, il faut les enlever, il faut trouver des solutions. Comme je vous disais, en 97, 98, les traités d'Ottawa ont eu un bel impact, ça a vraiment bien marché. Les traités d'Ottawa ont notamment eu d'excellents résultats parce qu'on a fait ce qu'on appelle de l'éducation au risque. On est allé dans les écoles, on a dit aux enfants, touchez pas ces saletés, touchez pas ça à ça. On a réduit massivement le nombre de victimes grâce à ça. Mais voilà, ça c'est dans un premier temps, parce que les champs de mines sont toujours là, quoi. Les enfants, au bout d'un moment, ils vont oublier, la deuxième génération va oublier, il faut réduire ça. Donc à un moment donné, il faut les enlever, les mines. Le déminage, majoritairement, et je vais vous dire, c'est un peu triste, mais ça se fait encore comme ça. Et ça devient plus mon problème, hein. Le déminage, c'est comme ça. Ça, les photos, je les ai prises au Cambodge. Le démineur, il a devant lui la baguette blanche. On appelle ça un jalon de sécurité. Ça fait 1 mètre de large. Lui, il est en sécurité.
À son jalon de sécurité, il va attacher 2 ficelles qu'on voit, hein, qui tirent derrière lui. Ça fait un couloir sécurisé. Dans ce couloir, il risque rien. De l'autre côté du jalon de sécurité, c'est le champ de mine. Son plan de travail, c'est à peu près 20 cm au-delà du jalon de sécurité, sur 1 mètre de large. Alors, quand il peut, il utilise un détecteur de métal. Alors, il passe. Le détecteur, ce n'est pas un détecteur de mine, c'est un détecteur de métal. Hein, parce qu'il détecte quoi? Le métal. Voilà, c'est bien. Pas trop compliqué. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mines contenaient du métal. Et ouais, ça, c'est le problème. Donc, forcément, les fabricants de mines, ils se sont dit, mais on arrive à détecter nos mines, c'est un peu un problème. Alors, ils ont enlevé le métal. Les mines, maintenant, la plupart des mines, ce sont des mines à faible quantité de métal. Quand je dis faible, c'est un demi-gramme à 1/10 de gramme. La plupart du temps, le métal se trouve dans le détonateur, fulminate de mercure, ce genre de truc. Donc, c'est dans le composé chimique. Alors, on n'a pas pu vraiment l'enlever, quoi. Donc, le détecteur, il détecte ça. Je peux vous dire qu'il est sensible, le détecteur, sur à peu près 15-20 cm de profondeur. Et je vous laisse imaginer un champ de bataille, qu'est-ce qu'il y a dans le sol? Du métal. Donc voilà, on utilise le détecteur de métal quand on peut. On estime que quand on a à peu près 1000 fausses alarmes pour une mine trouvée, c'est-à-dire que le détecteur sonne, chaque fois qu'il sonne, prenez pas le pied puis vous tapez dessus pour voir ce que c'est. Hein, vous ne faites pas ça souvent, quoi. Quand il sonne, vous prenez la petite pelle puis vous commencez à creuser l'aiguille, vous sondez le sol, vous plaidez. Ah, c'était un éclat. Ça, je me souviens, c'était juste là. On avait, juste à cet endroit, on a trouvé, le détecteur sonnait sur à peu près cette surface. Il faisait pip tout le long. Je me dis, purée, il y a quoi là-dessous? Un tank, quoi. Non. C'était un paquet de cigarettes. Les paquets de cigarettes ont un petit peu d'aluminium qu'on enroule autour. Et puis, comme le conflit devrait depuis à peu près, ça faisait 20 ans que c'était fini, le papier d'aluminium s'est fragmenté et il s'est étalé dans le sol, quoi. Et ça vous faisait sonner le détecteur. Donc, impossible d'utiliser le détecteur. Donc, le suivant, ce qu'on ne voit pas très bien sur la photo, en fait, ce qui tient dans les mains, c'est une aiguille. Moi, je dis toujours, c'est une aiguille à tricoter qu'un manche. Et ça, c'est l'outil ultime de déminage. Vous prenez votre aiguille, vous la plantez dans le sol avec un angle de 30 degrés. Hein. Il ne faut pas planter comme ça, parce que ça, la mine, c'est dessus qu'elle est active. On essaye de toucher la mine sur le côté pour ne pas la faire détonner. Puis on pique le sol. Allez, on avance de 3 cm et on se déplace latéralement de 3 cm sur 1 mètre de large. Puis au bout de 1 mètre de large, on avance de 3 cm et on recommence. Alors on enlève tous les cailloux, parce que chaque fois que vous trouvez un truc un peu dur dans le sol, ça peut être potentiellement une mine. Et après, il a sa petite pelle, puis il creuse. On reviendra sur cette image un petit peu plus tard. Ce qui est important, c'est de se souvenir de ça. Un démineur manuel fait à peu près 5 à 10 mètres carrés par jour avec cette technique. Pour faire cette salle, plus d'1 mois de travail. À peu près, en tout cas, assez facilement 1 mois, si je prends. Ouais, on est dans le mois de travail pour cette surface. Le prix du mètre carré nettoyé avec cette méthode coûte entre 5 et 50 €. Ça varie d'un facteur 10, parce que ça dépend de la végétation, du type de munition, du pays, du salaire. Moi, je pars d'un salaire à 250 € par mois. Donc, en fait, ce n'est pas des salaires très, très élevés, c'est des bons salaires locaux, attention. Mais c'est tellement lent qu'en fait, le prix du mètre carré est très cher. Par contre, immense avantage, c'est super propre. Derrière un démineur, comme ça, vous pouvez vraiment y aller. C'est un très, très bon travail. C'est lent, c'est super cher. Le prix du mètre carré est à 50 €. C'est presque le prix d'un terrain à bâtir chez nous. On arrive à... Puis là, on parle d'un pays où le salaire mensuel est de 250 €. On commence à avoir un petit souci, quoi. Et puis, c'est quand même assez dangereux, quoi. Il y a des accidents chaque année. Alors, ça, c'est là où, quelque part, c'est cette étape qui, un jour, j'en ai entendu parler au travail. Moi, alors... je dis, je viens de Tramelan, j'ai un peu un passé, voilà. À Tramelan, j'étais connu parce que je faisais à peu près tout péter, quoi. Ça, c'était un peu mon dada, quoi. Donc, ma maman s'en souvient. Je ne vais pas vous raconter tout ce que je fais parce que sinon, elle va me donner une gifle à la fin. Tout ce que je faisais à l'époque, voilà, c'est ça. Mais elle a des souvenirs, on va dire, quoi. Je dis toujours, la première fois où j'ai été confronté à des mines, c'est celle que je fabriquais moi, parce que j'avais vu Platoon, le film, comme tout le monde. Puis quand vous voyez Platoon, vous fabriquez des mines, comme tout le monde, ça c'est normal.
Et on faisait du camping sous la côte, pour ceux qui connaissent, on posait notre tente sous la côte, et puis pour que les copains ne viennent pas nous embêter, ben moi je posais des mines autour de ma tente, comme tout le monde. Voilà, c'était ça. Donc, tout ça pour dire que j'avais un peu des prédispositions pour ce métier, on va dire. Mais là où il y a eu vraiment, en fait, le trigger, après j'ai fait des études d'ingénieur, je me suis quand même un petit peu calmé, hein, c'était quand même un petit peu mieux. Je travaillais là, j'avais mon premier job en tant qu'ingénieur. Et puis un jour, ben, d'ailleurs c'est quelqu'un de Tramelan, un de mes collègues, un ancien Tramelot, qui me raconte un voyage qu'il a fait au Vietnam. Et il m'explique comment il a vu les démineurs travailler. Il m'explique ça. Alors déjà, moi, pouf, un déclic, mine, ça pète, ça m'intéresse. Ça, c'était déjà le premier déclic. Et le deuxième déclic, il m'explique ça, quoi. Il me dit, ils sont avec une tige, puis ils piquent le sol. Puis je me dis, non, c'est pas possible. Moi, je suis passionné, hein. Le métier d'ingénieur, j'ai dans la peau. Je dois bricoler, je dois faire... C'est comme ça. Voilà. Vous pouvez m'attacher, je vais vous inventer des trucs, ça, c'est pas possible autrement. Et je me dis, c'est pas possible. On est au XXe siècle. On était au XXe siècle, pas encore au XXIe, mais pas loin, hein, quand même, quoi. Puis je me dis, voilà, on sait faire ça. Hein, les scanners, les satellites, tous ces bidules, c'est quand même pas normal. Il faut faire quelque chose. Et le déclic, il est venu comme ça. Je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose. Et c'est de cette réflexion, au fait, que tout a démarré. C'était juste une idée, hein. Je me disais, c'est pas possible, quoi. Alors bon, ça a pris un petit peu du temps, je dois quand même vous dire. Au début, je me renseignais, je me suis renseigné voilà, sur la problématique humanitaire des mines et tout ça. Un jour, j'entends parler d'une conférence à l'EPFL, un professeur à l'EPFL avait fabriqué un robot pour déminer. Waouh, ça m'intéressait. Il y a le mot robot, puis déminage, génial. Je m'inscris à sa conférence, je vais voir ça. Et c'était extraordinaire, cette conférence, quoi. Il y avait plein de gens du monde entier, il y avait des démineurs, des militaires, il y avait des scientifiques. Et justement, ils profitaient de faire un peu le point, l'état de l'art, comme on dit dans le métier, dans le jargon, où on en est, où la technologie pourrait-elle aider au niveau du déminage. Et moi, je participe à cette conférence. La conférence se termine, et le professeur qui avait organisé cette conférence, le professeur Nikou, il vient vers moi le dernier jour, s'asseye en face de moi, puis il me dit, « Monsieur Guerne, foutez quoi ici ?» C'est bien comme entrée en matière, hein. C'est les mots qu'il a utilisés, quoi. Je le regarde avec des grands yeux. Il me dit, « Vous êtes le seul qui venait pas d'une université ? Vous n'êtes pas un militaire, vous êtes le seul privé à cette conférence, quoi. » Puis j'explique, je dis, je suis ingénieur, j'aimerais bien bosser dans ce domaine, quoi, faire quelque chose. Elle me dit, ça tombe bien, je cherche à embaucher, ça vous intéresse? Je dis, ouais, voilà. Alors je suis rentré, je dis à ma femme, il faut qu'on parte, hein. Alors on est parti. Voilà. Et donc c'est là où j'ai eu une opportunité absolument incroyable de travailler à l'EPFL, et on travaillait justement dans le domaine du déminage. Je faisais ça à plein temps. Non mais... J'ai toujours l'équivalence, et vous allez voir un concert d'ACDC, j'aime bien ACDC, et puis le chanteur vous propose de faire la tournée avec lui, quoi. C'est à peu près l'équivalent, hein, j'entends. Sauf que là, c'est encore mieux parce que c'était à l'EPFL, quoi. Donc, je travaille à l'EPFL pendant 2 ans, et là, ça a été juste génial. On travaillait sur de la haute technologie, des détections de mines et tout ça. Donc, en fait, c'est là où vraiment, je dis toujours, j'ai mis le pied dans le champ de mine, mais c'est pas bien comme expression, quoi, parce qu'il ne faut pas mettre un pied dans le champ de mine. J'ai mis le doigt dans l'engrenage, voilà, c'est mieux. Et c'est là que ça a commencé. C'était un projet sur 2 ans. J'ai même fini chef de projet, c'était génial. Et puis, il s'est arrêté au bout de 2 ans, le projet. Et puis, je suis retourné travailler dans l'industrie. Mais comme je dis, voilà, j'avais démarré quelque chose, je ne pouvais plus m'arrêter, quoi. Entre-temps, j'ai été contacté par un démineur qui était venu me parler de certains problèmes. Moi, je vous dis, alors en parallèle, je travaillais dans ma cave, hein, je faisais de la résonance magnétique nucléaire pour détecter les explosifs. Je continuais sur ma lancée super haute technologie. Mais bref, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, comme je vous dis, on y reviendra après, un démineur est venu, m'a parlé d'un problème qu'il avait, lui, avec ses démineurs dans les champs de mines. Et puis, suite à ça, j'en ai parlé autour de moi. Et puis, voilà, ça a donné ça. Ce qui est devenu rapidement l'association d'Iguer, c'était incroyable. L'association d'Iguer, c'était une trentaine de jeunes, on avait une moyenne d'âge. Hein, Jean-Pierre, c'était de la folie, quoi, je sais pas, 20 ans, 22 ans. De jeunes qui disaient « je veux faire quelque chose, je veux venir en aide ». Et on s'est retrouvés, c'était du bénévolat pendant à peu près 5 ans, comme ça, où on avait des agriculteurs qui ne comprenaient pas qu'on puisse miner des terrains, puis pas pouvoir les utiliser, ça les rendait fous, des ingénieurs, des mécaniciens, enfin toute une équipe absolument géniale. Donc Diguer a commencé sous cette forme pendant 5 ans. Je reviendrai après sur ce qu'on a fait pendant ce temps, ça c'est juste un petit peu d'histoire en vitesse. En 2004, un truc de fou, on nous met à disposition l'arsenal à Tavannes. Incroyable. Alors, c'est un peu vétuste, hein, mais c'était génial, c'était grand. Parce que jusque-là, on travaillait dans un garage. Bon, bref, c'était épique. Et il y en a certains qui s'en souviennent.
2004, l'Arsenal, là, il y a eu des étapes, c'est-à-dire qu'on a gagné des prix. Juste avant 2004, autour de 2003, on a gagné le prix Adèle Duttweiler. On a gagné le premier prix des ingénieurs de l'automobile. On s'est fait repérer, les médias ont commencé de parler de nous et on a commencé à être soutenus. On commençait d'avoir un petit peu des sous qui rentraient. Et là, je me dis, c'est bon, on travaillait 15 heures par jour. Hein. On travaillait la nuit, on travaillait le week-end. Je me suis foutu en l'air la santé, et puis pas seul, on était plusieurs à le faire. Tellement on bossait, parce qu'on bossait à côté, il fallait vivre quand même. On est tous des familles quasiment. Donc en fait, en 2004, je dis maintenant il faut les premiers employés. On a pris le risque, un ingénieur, 2 ingénieurs, je crois que j'étais le 3e ou le 4e. Ça a été une étape vraiment importante. C'est pour ça qu'on est passé en fondation, parce que ça commençait à avoir, en tant qu'association, ça devenait un peu fragile. Il fallait une personne morale un petit peu plus solide pour gérer ça. Et puis, ça, c'est Digger maintenant. Donc, très rapidement, donc Digger, c'est 20 employés, mais 9 équivalents plein temps. Hein. Donc, on a une grande équipe, mais des petits taux. On bricole avec ce qu'on peut. On a encore, voilà, les moyens sont limités. Cette équipe, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup d'ingénierie. On continue, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire au niveau de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique. Mécanique, soudure, support client et formation, parce que les machines dont je parlerai tout à l'heure, il faut aussi apprendre aux gens à les utiliser. Il faut des stratégies d'utilisation. Développement de projet, parce que j'essaierai peut-être d'en parler si j'ai encore le temps, mais en fait, dans le déminage, vous verrez, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, en fait, les gens n'ont pas les moyens. Donc, vous devez vendre vos machines à des clients qui n'ont pas de sous. Donc, en fait, il faut trouver des sous pour les offrir à vos clients. C'est super, quoi. Donc, développement de projet, ça veut dire qu'il faut trouver des sous, mais au sens grand. Administration et logistique. Ah, la logistique, j'ai une petite image des camions, là, ça c'est génial. La logistique, ça c'est quand vous avez des bateaux coincés à gauche, à droite, ça c'est un poème, quoi. Voilà. Et puis, les relations publiques au Palais fédéral, voilà, mais il y en a plein d'autres. Et puis, la recherche de fonds. Donc, tous ces postes, sur 9 équivalents plein temps, je peux vous dire, il faut être polyvalent pour venir bosser chez nous. Mais ça marche. Des fois, on souffre un peu. Mais voilà. Donc, ça, c'est l'équipe actuelle. Alors, on parlait tout à l'heure, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on fait, hein? On va un peu se plonger. Je ne veux pas être trop technique, hein, mais il faut quand même un petit peu, parce que j'aime ça, quoi. Hein. Alors, Digger, on a commencé. Donc, je vous disais qu'un démineur est venu me contacter. Donc, ça, c'était après mon travail à l'EPFL, à peu près 1 an plus tard, quand je travaillais dans ma cave à faire la résonance magnétique nucléaire. Et il me contacte. Je l'avais connu, ce démineur, pendant mon travail à l'EPFL. Je l'avais rencontré là. Et lui, il me dit, voilà, j'ai un Frédéric, il me dit, c'est super ta haute technologie. Il était gentil quand même, hein, parce qu'en gros, il me disait, mais arrête tes conneries, quoi, avec d'autres mots. Et puis, il me dit, voilà, mais mon problème, moi, il est très basique. Il travaillait à Sarajevo, près du village olympique. Puis il me dit, on a un problème. Les champs de mines, il n'y a que dans les films où les champs de mines, c'est des terrains de golf. Hein. Un vrai champ de mines, c'est un terrain qui n'est pas exploité depuis 15, 20, 30 ans. Donc, ça pousse. Un vrai champ de mines, c'est une forêt, en général, ou des buissons. Voilà. Et il me dit, le problème, c'est que mes démineurs, avant de creuser pour chercher les mines, avec leurs petites aiguilles et leurs petits machtringues, ils doivent couper la végétation. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, parce que je ne suis pas allé dans les détails, mais certaines mines, elles ne sont pas enterrées. Certaines mines, elles sont activées avec des fils pièges. Et ces fils, on ne les voit pas dans la végétation. Vous tirez sur le fil, vous êtes plus vivant, quoi. Donc, c'est une vraie saleté. Et lui, avec ses démineurs, en fait, il travaille avec une paire de ciseaux. Et avant de chercher le sol, hein, ils ont leur jalon de sécurité, et avant de pouvoir commencer à creuser, ils prennent une paire de ciseaux. Puis il coupait l'herbe au ciseau, comme ça. Parce que le problème, c'est que si vous prenez une faux, vous coupez le fil. Et puis vous ne le faites qu'une fois. Donc en fait, ils doivent prendre leurs ciseaux, ils prennent une petite baguette aussi, ils passent entre les brindilles, comme ça, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui résiste. Après, ils coupent avec les ciseaux, tac, 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 quand c'est des buissons, on prend un sécateur. Après, il me dit, ils passent la moitié de leur temps à couper la végétation, et puis c'est hyper dangereux, quoi. Est-ce qu'il me dit, c'était un bistrot à Neuchâtel, c'était rigolo, il prend la nappe, puis il commence à me gribouiller des trucs dessus, nappe en papier. Hein, voilà. Et il me dit, tu ne pourrais pas me fabriquer une tondeuse à gazon blindée, comme ça, si ça pète, elle encaisse, puis si elle est foutue, elle est télécommandée. Comme, tu me la télécommandes, il n'y a personne dedans, mais comme ça, elle est un peu blindée, et puis justement, qu'on puisse piloter à distance et qu'il puisse me couper la végétation. Bon, si possible, des arbres jusqu'à 10 cm quand même. Donc c'est une bonne tondeuse à gazon, quoi. Puis moi, je suis ingénieur en électronique. Hein. Là, il fallait faire une machine avec un moteur, quoi. Je me dis, c'est bon, cours de physique, j'ai vu comment ça marchait. Ouais, c'est bon, pas de problème. Aucune idée.
Et je suis reparti, tout content, parce qu'il m'a dit, si tu me fais ça, je m'engage à l'utiliser. Parce que ça, c'est aussi pas évident. Hein. C'est bien beau de développer des trucs, mais pour que ça finisse sur Terre, moi j'en ai vu hein, des inventeurs qui m'ont contacté avec des idées géniales, ou des inventeurs qui sont arrivés avec des idées géniales. Mais vous n'entrez pas dans un champ de mine, vous gagnez pas la confiance d'un démineur comme ça, il joue sa vie. C'est pas simple. Et là, j'en avais un qui me faisait confiance. Il était fou. Moi aussi, donc ça allait bien. Alors, c'est à ce moment-là, surtout, que j'ai commencé à contacter les fameux mécaniciens et agriculteurs. Les agriculteurs, ils sont géniaux, parce qu'ils ont des remises, ils ont des postes à souder et ils savent souder. C'est génial, quoi. Donc, j'ai trouvé un agriculteur qui avait une remise, un poste à souder et qui savait souder. Moi, j'ai squatté 3 ans sa remise, à la fin, c'était un peu pénible, quoi, pour lui. Et puis, on a commencé à dessiner cette machine et tout ça. Et ça a donné ça, cette machine que j'ai promis à ce démineur. C'est la Digger D1, parce qu'on n'a pas d'imagination. La première, on l'appelait 1, voilà. Et la Digger D1, alors j'avais prévu de la faire, j'ai dit, il y aura 6 mois de travail, ça va coûter quand même cher, ça va coûter 17 000 francs, quoi. Bon, ça a pris 5 ans, et puis ça a coûté 250 000 francs. Je me suis un peu raté, hein. Je suis un bon ingénieur, mais pas un bon gestionnaire, on va dire, quoi. Mais ça fait rien. Il y en a qui gèrent mieux que moi, donc je reconfie ça maintenant. Donc on a fait cette machine, mais il a tenu parole. Et cette machine, alors le champ de mine de base, il était fini depuis longtemps, hein, mais on a pu l'utiliser au Kosovo. C'est avec elle qu'on a fait notre mandat. On l'a aussi utilisé en Suisse, à Bière. On a déminé une partie de la zone de tir à la place de Bière. Ça, c'était la DE. Mais on a fait tellement long pour la développer que les démineurs, parce qu'à l'époque de la D1, les démineurs ne voulaient pas qu'on creuse avec la machine. Ils ont dit non, c'est pas. D'un coup, les mines, on les casse, elles sont un peu fragilisées. On préfère que tu ne touches pas, juste la végétation. Mais en 5 ans, ils ont changé. Certains qui étaient un petit peu visionnaires commençaient d'en avoir marre de ne pas avancer avec leurs aiguilles. Ils ont dit mais ça serait quand même chouette si on arrivait à broyer le sol avec les mines dedans. Pas juste tapoter. Hein. C'est un mythe. Hein. Je vous dis toujours le truc qui roule sur le sol puis qui fait péter les mines. Ça, on me le propose chaque fois. Donc, proposez-le-moi pas, hein, d'accord? Mais le rouleau qui roule sur le sol puis qui fait péter les mines, ça ne marche pas. Ça marche un peu, mais voilà, il en reste 80% derrière. C'est pas terrible, quoi. Donc, en fait, si vous voulez vraiment enlever les mines, il faut broyer le sol. Mais je vous montrerai une petite vidéo après. Donc, les démineurs ont évolué. Puis, le même démineur revient vers moi puis me dit ton équipe, là, tu ne pourrais pas me faire une machine un petit peu plus grande, mais qui puisse creuser cette fois-ci? Je dis, ouais, pas de problème. Alors, on a recommencé. On a tout recommencé. Je crois qu'on a repris 2 ans pour la dessiner, mais on avait des gens à plein temps. Cette fois-ci, ça allait quand même un peu plus vite. Et puis, on a dessiné la Digger D2, parce qu'on n'a pas d'imagination pour les noms. Pour le reste, oui, mais pas pour les noms. Donc, on a fait la Digger D2. Donc, la Digger D2, l'autre, je vous avez vu, un 65 chevaux le moteur. Celle-ci, moteur de 140 chevaux, un gros machin. Et on a fait plein des D2, enfin plusieurs en tout cas. On a travaillé au Soudan. Ah, ça, c'était magnifique, le Soudan. C'était l'enfer, mais on a bien appris. Au Bénin et en Macédoine. Ça, c'est les photos que vous voyez là. Celle au Soudan, c'était la première. On avait un collègue, on a eu du personnel à nous qui gérait l'opération parce qu'elle tombait tellement en panne qu'on ne pouvait pas laisser les démineurs seuls. Il fallait tout le temps avoir quelqu'un. J'ai eu du monde à côté de la machine pendant 1 an et demi. On s'est relayé pendant 1 an et demi. C'était l'enfer. Elle déchenillait tout le temps. C'est moi qui ai dessiné les chenilles, donc c'est normal, quoi. Mais bref, alors elle déchenillait tout le temps. Et j'avais un collègue, alors lui, en fait, il dormait dans le véhicule blindé. Il avait le monsieur que vous voyez, lui, pilotait la machine. Quand la machine déchenillait, il réveillait le copain se réveillait, il allait remettre dans le champ de mine les chenilles. À la fin, il maîtrisait bien la technique, je peux vous dire. Puis il repartait, lui, il allait redormir. Pourquoi il dormait? Parce qu'il passait toute la nuit à réparer la machine, quoi. Donc c'est comme ça, il a fait 1 année. Lui, il a fait une année au Soudan, dans ces conditions. Mais ça a été extraordinaire. On a travaillé au Sud-Soudan, cette machine, elle a navigué sur le Nil, elle a travaillé au Nord-Soudan, elle a changé la vie à des dizaines de milliers de personnes. On a ouvert des champs de mines qui empêchaient des réfugiés de rentrer chez eux, et on a vu des afflux de réfugiés rentrer chez eux après des années de présence dans des camps de réfugiés. C'est cette machine qui a fait péter la première mine. Et ça, c'était mythique. Je ne vais pas vous raconter parce que sinon je ne finis pas. Bref, voilà. Ça, c'est la Digger D2. Après, on en a fait plusieurs. On a commencé à maîtriser. Les suivantes étaient quand même vachement plus stables. Et qu'est-ce qu'on a fait après la Digger D2? La Digger D3. Toujours plus gros, en fait, voilà, c'est toujours la même chose. Une machine, vous la voyez, vous avez l'expérience du terrain, il faut l'améliorer. Digger D3, un peu plus puissante, 173 chevaux, beaucoup plus de fiabilité aussi. On en a fait beaucoup plus, celle-là.
On a travaillé en Bosnie, en Croatie, au Mozambique, au Tchad, au Sénégal, en France et en Suisse. Puis les gens me disent toujours « Ah, en France !» Oui, en France. Parce qu'en France, en fait, vous avez des résidus explosifs, vous avez des pollutions explosives, vous avez la Première Guerre, Seconde Guerre, vous avez des anciens stocks de munitions. Et on a une entreprise qui nous a acheté une Détroit et qui fait ce qu'on appelle de la dépollution pyrotechnique en France. Ce n'est pas vraiment des champs de mines, mais ils les utilisent pour ça, quoi. Donc voilà. En Suisse, on a fait la zone des cibles à bière, exactement. Ouais. Ils ont un gros problème écologique. C'est vraiment de l'écologie pour de vrai. Hein. C'est une zone de tir qui ne plus utilisée, qui n'a jamais été exploitée au niveau agricole depuis 100 ans. Pas un engrais, rien du tout, puis c'est immense. Et vous avez une flore et une faune qui est unique. Et elle est protégée. Et l'armée suisse a obligation de protéger cette zone. Mais c'est la zone des cibles. Hein. Mais la zone des cibles, c'est tellement petit, ça n'a pas d'impact en fait, sur le reste, quoi. Et puis, le problème, c'est que vous avez la forêt naturelle qui revient, la forêt autour, qui reprend le dessus. Et on doit freiner cette forêt. Mais c'est bourré d'éclats d'obus. Puis je vous parlais des 1% d'obus qui ne pètent pas. C'est de là qu'on connaît ces statistiques. Et ils tirent beaucoup. Et il y en a beaucoup. Donc, en fait, c'est nous qui devons faire ça, quoi, avec nos machines. Voilà. Et on fait ça de temps en temps encore. Ouais. Donc, voilà. Et puis la suivante, ce n'est pas la Digger D4. Et non, parce que là, on s'est dit, ça ne va pas, il faut qu'on arrête cette histoire. Hein. On l'a appelée Digger D250 parce qu'elle a 250 chevaux. On s'est dit, dans le nom, autant profiter de mettre une info sur la machine. Ça sera quand même mieux commercialement, quoi. Donc voilà, donc c'est une machine, ça c'est celle qui est... on en a une à l'arsenal en ce moment. Ça, c'est le bébé depuis 2013. On n'y touche plus. Il n'y aura jamais de Digger D5 parce que ça n'a pas de sens. Maintenant, on s'arrête. C'est un bijou. Je dis ça, je suis fier, mais je suis vraiment fier parce que c'est un bijou, quoi. Et c'est là aussi, on a commencé d'en faire pas mal. Donc, on a travaillé en Bosnie, en Israël, en Angola, au Cambodge, prochainement une deuxième en Israël et prochainement une deuxième en France. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, c'est les petites machines. Donc, quand on parle de machines, la question, c'est, ça marche comment, hein, alors, plutôt que des explications, il paraît que le volume, c'est ici. Voilà. Voilà. C'est comme ça, ça broye le sol, 20 à 25 cm. Ça, c'est des mines antipersonnelles. Ça a été filmé juste, vous avez le lac de Galilée, c'est juste en dessous. Maintenant, c'est zone touristique, à cet endroit, quoi. C'est pour miner de 1972. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Cette machine, elle a une fraise à l'avant. Cette fraise va broyer le sol. On ne va pas juste tapoter sur le sol, on va vraiment broyer le sol. Si vous avez de la caillasse, ça fait du gravier. Si vous avez du sol, ça fait du sable. Et on broye le sol et les mines, en fait, elles vont passer là-dedans. La fraise qu'à l'avant fait 850 kg, elle tourne à 450 tours par minute. C'est des pointes en carbure de tungstène qui sont devant. C'est fait exprès pour creuser les tunnels. Nous, on les a un tout petit peu réadaptés. Et puis, et ça marche super bien, quoi. Avec ça, on arrive à creuser des trucs assez fous. Et voilà, vous avez vu les exemples, ça c'est des mines antipersonnelles. Je pense que ça c'est des vieilles, ça doit être à peu près une centaine de grammes d'explosifs. Ça la chatouille. Vous, ça vous arrache les jambes. Nous, ça nous arrache les jambes, mais la machine, bien sûr, ça la chatouille. Elle est faite pour, quoi. Cette machine, on a dû la tester parce que le truc, c'est nous on travaille dans les champs de mines antipersonnels, mais il y a toujours des cadeaux dans un champ de mines antipersonnel. Ce que j'appelle cadeau, c'est la mine anti-char qui est au milieu, parce que voilà, il faut quand même marquer le coup. Et si votre machine que vous avez financée avec des budgets humanitaires, le premier champ de mine que vous faites, vous l'envoyez sur orbite parce qu'elle s'est fait une mine anti-char, c'est pas terrible, quoi. Donc en fait, cette machine, on a dû la certifier. Et on a dû la certifier avec l'armée suédoise. Et ce machin-là, ça encaisse 8 kg d'explosifs sous l'outil, quoi. Je peux vous dire que 8 kg, c'est une mine anti-char, c'est fait pour flinguer un char, quoi, hein. Et voilà, donc on a dû trouver 2-3 petites solutions. Ça n'a pas marché du premier coup, hein. Mais on n'a jamais détruit de machine, par contre. Mais la fraise devant, on en a pété quelques-unes quand même, quoi. Comment est-ce qu'on conduit ceux qui conduisent la... Alors le pilote, il est vers la caméra, en gros, et il a une télécommande. Il n'y a personne dedans. Ouais. Oui, oui. La machine, on la pilote environ à 200 mètres. Entre minimum, c'est 50 mètres, parce que vous avez parfois des shrapnels qui sont projetés. Le pilote est derrière un bouclier balistique.
et puis jusqu'à 200 mètres. On peut la piloter jusqu'à 500 mètres sans problème, mais à partir de 200 mètres, vous ne voyez plus rien, quoi. Donc voilà, c'est ça. C'est très basique, hein. C'est très basique, vous envoyez, puis elle passe. Donc ça, c'est une machine aussi, on a dû beaucoup la penser, on travaille, on a des organisations de déminage. Ah, ça, j'en ai pas parlé. Ceux qui utilisent ces machines, les démineurs, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas des démineurs. Nous, on fabrique des machines, on forme les démineurs. Et en fait, les démineurs, ben, vous avez 3 catégories de démineurs. Vous avez les démineurs humanitaires, les principaux avec lesquels on travaille. Ils ne sont pas très connus, hein. Il y en a un qui est connu, c'est Handicap International, puisque c'est français, c'est plutôt connu. Vous avez Halo Trust, MAG, Norwegian People Aid. Voilà, c'est des ONG qui sont spécialisées dans le déminage. Et les plus grosses travaillent avec nous. On travaille vraiment avec les plus grosses. Et puis, et nous, on les forme à utiliser les machines. On monte les scénarios d'utilisation des machines. On les forme à l'entretien des machines. Mais c'est eux qui utilisent les machines. Et l'immense défi, c'est que ces ONG, généralement, ils essayent de travailler d'une manière fair, hein, comme on dit, un peu. Ils essayent de donner de l'emploi dans les pays où ils travaillent. Et ils engagent des gens qui n'ont aucune formation. Donc, en fait, la machine, là, elle doit être utilisable par des gens qui n'ont pas de formation, quoi. Et on a dû, on anticipe, quoi. C'est l'électronique qui va prendre le dessus pour permettre à des gens qui ont une formation la plus courte possible pour qu'on soit efficace, pour pouvoir les utiliser de manière avec un haut rendement, quoi, et en toute sécurité. Donc ça, c'est un immense défi aussi pour les construire. La deuxième catégorie de démineurs, vous avez les démineurs commerciaux. Alors, c'est eux qui vont déminer les zones pour Total, Elf. C'est eux qui vont déminer les zones où ça rapporte un petit peu plus. Ils font du bon boulot, mais ils ont aussi beaucoup plus de moyens. Et puis, la troisième catégorie, c'est des armées. On bosse pas mal avec des armées. En Bosnie, on bosse avec des armées. En Macédoine, on bosse avec des armées. Au Tchad, on bosse avec des armées. Parce qu'en fait, certains pays n'ont pas les ressources pour financer des démineurs étrangers ou autres, même des ONG, ou certains ne veulent pas pour des questions confidentialité ou stratégiques, et c'est les militaires qui déminent. Mais vous avez certains bailleurs qui sont très dogmatiques et ne vont pas vous donner de sous si c'est des militaires qui travaillent avec. Alors que dans le déminage, quasiment même les humanitaires, ils travaillent avec des militaires parce qu'il n'y a pas le choix. C'est les seuls qui ont l'expérience finalement, quoi. Voilà. Donc le dogme, c'est une chose, mais il faut rester pragmatique, quoi. Et on a d'excellents résultats aussi avec eux, quoi. Donc voilà. Mais donc le défi, c'était vraiment de rendre les gens efficaces très rapidement. Je reviens sur ce dia, parce que je vous ai dit, on y reviendra. Ce dia, vous vous souvenez ce que je vous ai dit? N'oubliez pas les chiffres. Déminage manuel, 5 à 10 mètres carrés par jour. Coût du mètre carré, parce que c'est ça qui compte. C'est combien coûte un mètre carré déminé. 5 à 50 €. Maintenant, on compare avec une machine. Elle fait quoi, la machine? La machine va faire 400 à 1800 mètres carrés par heure. Un petit peu plus quand même, hein. 0 accident. Nous, en 25 ans, on a 23 ans, bientôt, non, 24 ans, bientôt 25, on n'a jamais eu un accident. Une fois, on a un Croate qui a fait un peu une subtilité, mais la machine y a sauvé la vie. Bref, coût au mètre carré, nous, on descend à 0,3 à 3 €. Prix de la machine amorti dedans. Tout compté, quoi. On est 10 fois moins cher. Et c'est là que je fais la pause, qu'on va dire politiquement incorrecte. On a un problème. Comment ça se fait qu'une solution qui coûte moins cher, qui est vachement plus rapide, qui ne génère pas d'accident, on en a placé, on a une moyenne, allez, je vais être gentil, on en place une par année, mais ce n'est pas vrai, on en place une tous les ans et demi. On la place et on trouve les financements. Alors que la plupart des champs de mines sont encore faits à la main. Grande question. Je vous ai dit, la main, c'est propre, hein, le boulot à la main. Alors, on ne pourra jamais complètement remplacer le déminage manuel. Ce n'est pas possible. En Afghanistan, dans les rochers, dans les cailloux, il n'y a que les démineurs manuels. Ça, c'est normal. On n'en parle même pas. Mais quand vous voyez des photos où on vous dit « donnez des sous pour déminer », puis que vous voyez un désert et une démineuse, souvent jolie, qui est là et puis qui avance avec son petit jalon de sécurité et puis son aiguille à tricoter, puis enfin vous avez une histoire, c'est super, elle fait un boulot fantastique, c'est une héroïne. Si c'est dans des zones ce genre, ça n'a aucun sens. Alors on a un problème. Comment ça se fait que c'est encore ça qui est utilisé le plus? Comment ça se fait que d'hier, c'est des gens qui se cassent la tête? On a eu des périodes avec 8 mois sans salaire parce qu'on n'arrivait même plus à payer les salaires. Comment ça se fait que ce soit aussi pénible alors qu'on offre une solution 10 fois moins chère,
100 à 200 fois plus rapide et complètement sécurisé. On a quelque chose. Hein. J'ai mis 15 ans à comprendre ça. Enfin, j'ai mis 15 ans, j'ose pas dire comprendre, parce que si je dis que j'ai compris, c'est que je suis péremptoire. Donc je ne peux pas être péremptoire. C'est mon avis, d'accord? Alors on a 3 problèmes. Le déminage, on a des budgets un peu catastrophiques, au sens du déminage global. Officiellement, il y a à peu près par année un demi-milliard qui est investi dans la lutte contre les mines. Le terme lutte contre les mines, c'est global. Hein. C'est enlever les mines, mais c'est plaidoyer politique, c'est dans les écoles, tous ces trucs. Théoriquement, on a un demi-milliard à disposition. Vous faites du job. Hein. Une machine comme ça, ça coûte 400 000 francs. Un projet, quand on le monte, c'est à peu près, sur 3 ans, 1,2, 1,5 million. Avec les résultats qu'on arrive au mètre carré, hein, j'entends, c'est ça, quoi. Donc avec un demi-milliard, on en fait quelques-unes quand même, quoi. Alors cette question du demi-milliard, je l'ai cherchée longtemps. Les premières années, j'allais jusqu'à pousser le zèle ou la naïveté à poser des questions. Aux Nations Unies, à d'autres centres, mais ils sont où? On a le budget total, moi je veux une ventilation. Je suis nul en finance, mais je sais quand même qu'on ventile. Un budget, ça se ventile, hein? Ça va dans des postes. Il est où ce demi-milliard? Et c'est un silence assourdissant qui m'est chaque fois revenu en pleine poire, parce que ce demi-milliard, il est dans les budgets, on va dire. Voilà. Comment? Il est dans le budget, je pense. Mais donc voilà, sur le terrain, c'est beaucoup plus petit que le fameux demi-milliard, quoi. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il est dans la photo. La photo, c'est quoi? Un projet humanitaire, il est financé généralement par des donateurs privés, comme Digger. Hein, on en reparlera tout à l'heure. Digger, c'est principalement des donateurs privés qui permettent de fonctionner. Les ONG sont principalement financées par des privés. Et le privé, il faut lui dire qu'on fait un bon travail et qu'il faut qu'il nous soutienne. C'est logique, ça c'est normal. Et puis, l'émotion, elle marche bien. C'est un bon facteur. On le voit maintenant avec l'Ukraine. Hein, il y a des chiffres officiels, quoi. Comme le fait qu'en Ukraine, c'est beaucoup des femmes, des enfants qui sont sur les photos, parce que c'est un fait, ça marche beaucoup mieux. C'est logique, c'est normal. On est sensible, on est des animaux sensibles. Hein. C'est méchant ce que je dis, mais on est sensible. Le seul problème, c'est que vous avez des bureaux de communication. Et les bureaux de communication, ils le savent. Alors il y a un problème, c'est que quand vous avez une solution avec une machine, puis vous montrez une photo d'une machine qui démine, ce n'est pas émotionnel. Ça ne rapporte rien, ça ne marche pas. Vous faites des campagnes de pub dans les boîtes aux lettres ou bien dans les gares avec une machine, vous n'allez pas récolter grand-chose parce que c'est froid, c'est une machine. On va même vous dire que ça coûte cher. On m'a même dit un jour, puis une personne qualifiée, on m'a même dit que j'enlevais du travail aux gens, aux démineurs. Après j'ai répondu, j'ai dit, bon, je vais aller poser des mines, comme ça ils seront... Bon, bref. Bref, il y a des fois, l'émotion, elle est un petit peu... Donc en fait, on a un problème. C'est qu'en fait, ça marche beaucoup mieux de mettre, si possible, une démineuse jolie, comme je vous disais tout à l'heure, avec une belle histoire, pour récolter des fonds. Et on commence à avoir un problème là. C'est-à-dire que la méthode de financement influence sur la méthode de travail. Et ça devient grave. Et un autre problème que j'ai rencontré au Mozambique, on a engagé une machine. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est l'ambassadeur actuel d'Ukraine, l'ambassadeur suisse en Ukraine qui m'a financé le projet parce que j'étais allé le voir. Et j'y ai dit, Monsieur Wild, je vous pose ce projet, j'ai trouvé un partenaire en Ukraine. Si vous me financez, le Mozambique était un des pays le plus miné et un des pays le plus pauvres. Ça fait 17 ans qu'il travaillait à la main. J'ai dit, Monsieur Wild, on a regardé avec les démineurs, j'ai des démineurs qui y croyaient. J'ai dit, moi, je vous mets ce projet, si vous me le financez, je m'engage en 2 ans et demi à vous finir le Mozambique. Il m'a cru, incroyable, hein, il m'a cru. En 2 ans, on a fini le Mozambique avec une machine. Une machine, on a fait la différence. Ce n'est pas que nous, mais j'entends, on a donné un coup d'accélérateur parce que les mètres carrés, ils sont là. Et c'était de la folie, quoi. Et le problème dont je voulais vous parler, c'est-à-dire qu'on travaillait avec une organisation belge, là-bas, des démineurs belges, et au bout de 2 ans, ils n'avaient plus de boulot. Et c'était leur plus gros projet. Ils sont passés par une phase critique, structurelle, parce que pour eux, c'était là qu'ils recevaient des sous. Et ça, il faut se rendre compte que même si vous êtes une ONG,
Peut-être que la première génération, le fondateur ou les premiers, ils y croient, puis ce qu'ils veulent, c'est être au chômage pour faire autre chose, parce qu'ils visent un but. Mais à un moment donné, votre ONG, quand vous avez 100, 200, 300, 1000 employés, ça devient important de la faire survivre. Et une solution qui va vite, peut-être qu'il n'y a pas d'avenir, ou l'avenir, vous le raccourcissez. Et là, on a à nouveau un problème. Est-ce qu'on démine pour faire vivre l'organisation, ou est-ce qu'on démine pour déminer? Et je ne veux pas juger, je ne sais pas ce que c'est que de gérer 1000 employés et puis d'avoir cette responsabilité, quoi. Mais cette question, elle vient à un moment donné. Et donc, une solution qui va vite n'est pas forcément une solution qui plaît. Il faut savoir que, par exemple, vous êtes dans l'économie. Dans l'économie, je fabrique une machine. Ma machine, si elle n'a pas un bon rendement, je ne veux pas la vendre. Dans l'humanitaire, vous êtes financé non pas sur le résultat, généralement, vous êtes financé sur le financement. Vous êtes financé pour faire. Mais les résultats, forcément, ne sont pas forcément chiffrés, ne sont pas tellement utilisés comme critères. Et donc, on a un problème avec ça, quoi. On a développé d'autres solutions. Chez Digger, je vous disais, on essaie un petit peu de voir plus large maintenant. On travaille avec des chiens. Les chiens ne meurent pas. D'accord? C'est bon, vous pouvez être soulagé. Je dis toujours ça parce que chaque fois qu'on dit qu'on travaille avec des chiens démineurs, les gens, ils ont peur qu'on fasse péter les chiens. Mais non, on ne va pas faire péter les chiens, on les aime, les chiens. Non, les chiens sont utilisés dans le déminage, ils sont extraordinaires. Ils ont un odorat incroyable. On les utilise pour détecter des bombes, de la drogue. Mais ils sont aussi utilisés dans le déminage depuis plus d'une décennie. Le problème avec les chiens, c'est qu'en fait, on utilise une laisse pour piloter le chien, une laisse de 10-15 mètres. Et puis le chien, il avance, et puis quand il détecte, il renifle un explosif, il va s'asseoir. Généralement, il le détecte facilement 60 cm devant lui. C'est pour ça qu'il n'y a jamais d'accident, parce qu'en fait, il détecte bien avant de marcher dessus. Et puis là, il a détecté. Le problème, c'est que cette laisse, elle pose un problème. C'est que dans la végétation, la laisse va se prendre la végétation. Et notamment, il y avait eu un accident mortel, pas le chien, mais le démineur, en Croatie, où la laisse a activé une mine à fragmentation, ces fameuses mines à fil piège, et le démineur a été tué. Le chien a été épargné parce qu'il y a derrière une butte. Mais donc, les démineurs sont venus vers nous, parce qu'on utilise aussi des GPS sur nos machines. Ils ont dit, mais pourriez pas bricoler votre système de GPS puis le mettre sur un chien? Et puis qu'on ait un système qui permet de voir le chien en temps réel, et puis de l'envoyer avec un haut-parleur. C'est extraordinaire. Donc, ils ont dressé les chiens. Certains chiens, ils ont réussi à les dresser. Vous parlez, le démineur, il a une petite oreillette comme moi ici, et puis il parle. Il donne des ordres à son chien, et le chien, par le Wi-Fi, reçoit l'ordre dans son truc, avance, à gauche, à droite, stop, revient. Ce genre de truc. C'est absolument fou, quoi. Et puis, on a pu enlever justement la laisse aux chiens et puis les envoyer dans la végétation. Donc, vous voyez, là, c'est sur un smartphone, en temps réel, il va voir où se trouve le chien. Quand le chien s'asseye, pof, on tag l'endroit, on sait qu'il y a une mine là, et puis voilà. C'est une méthode d'utilisation. C'est encore pas beaucoup utilisé. C'est une organisation qui utilise ça au Cambodge, au Sud-Soudan et en Angola. Mais c'est encore utilisé à toute petite échelle. Mais ça, c'est un projet sur lequel on a travaillé. Et puis, ça, c'est la dernière des choses qu'on a développées. Les fameux problèmes en Syrie, les engins explosifs improvisés, mais non pas en zone rurale, mais en zone urbaine. Vous ne faites pas du déminage dans un champ, la même chose que vous faites du déminage dans une ville. Dans une ville, c'est des décomptes. C'est un photomontage, hein. C'est pas pour de vrai. Hein. J'aime pas dire des blagues. Donc en fait, dans une ville, vous avez des pans de béton qui sont effondrés et dessous, on vous a mis des petits cadeaux, justement, qui peuvent faire 25 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg. Vous pouvez blinder la cabine de la pelleteuse qui va enlever les décombres en béton, mais quand vous avez 200 kg qui pètent au bout de la flèche, je peux vous dire que il n'y a pas de blindage quand qu'est-ce ça, quoi. Donc en fait, on a développé un système, comme on sait bien, nous on travaille un petit peu notre modus operandi, c'est de dire on travaille à distance. Nous, on éloigne les gens du danger. Plutôt que de mettre des gros blindages, on met de la distance. C'est beaucoup plus efficace. Et donc on a développé un système, on utilise de la réalité virtuelle. Donc dans une excavatrice, le gros défi, c'est que la flèche, le godet, il est loin, il est 7-8 mètres devant vous. Et si vous mettez une caméra toute bête, qui est dans la cabine par exemple, vous n'arrivez pas à percevoir la distance, on n'arrive pas à travailler. Donc on a dû développer un système en 3D avec plein de trucs. C'était assez épique, mais on a développé un système, en fait, le pilote, lui, il est dans une voiture, 250, 300 mètres plus loin, on peut même relayer jusqu'à plusieurs kilomètres s'il faut. Il est sur les sièges arrière de la voiture, on a une petite structure, et il retrouve les mêmes manettes que dans sa machine de chantier. Et puis avec des lunettes, en fait, il est carrément projeté. La caméra, c'est une caméra stéréoscopique qui se trouve à la place de sa tête, mais dans la machine. Et lui, il pilote la machine de chantier depuis là, quoi.
Et puis ça, le but, c'était de l'envoyer en Syrie pour pouvoir déblayer des décombres dans des villes qui ont été hautement bombardées. On a pensé à tout. Le produit, il est génial. On a juste fait une gaffe monumentale, c'est qu'on n'a pas pensé à la culture. Quand on a amené ça en Irak, on avait proposé ça aux entrepreneurs. Puis quand on leur a dit, ben avec ça, vous pouvez peut-être sauver la vie de votre pilote. Ils nous ont dit, mais si le pilote, il explose, c'est qu'il devait exploser. Inch'Allah. C'est culturel, ce n'est pas un jugement, c'est juste culturel. La vie, elle n'a pas la même valeur partout. Et on n'a pas pensé à ça, on n'a jamais pu en placer une. Alors on en a placé, mais en Europe. Parce qu'en fait, ce produit, maintenant, il intéresse des entrepreneurs sous nos latitudes, parce que vous avez des chantiers, typiquement en France, on a des chantiers où ils font de la dépollution chimique avec ce genre de trucs. Et puis, eux sont tout contents. Donc ça, c'est un produit qu'on vend plutôt ici. Le tunnel de Fravilliers, les travaux dans le tunnel de Fravilliers étaient faits avec ça. Hein. Je suis assez fier du truc quand même, quoi. Alors, bilan des activités, je pense qu'on ne connaît pas les chiffres exacts parce qu'il n'y a pas toutes les organisations qui nous donnent les chiffres, mais on sait c'est des millions de mètres carrés qu'on a déminés. 0 accident, comme je vous ai dit, en 24 ans. On a changé la vie. Je ne dis pas qu'on a sauvé la vie, hein. Attention, j'ai dit on a changé la vie un peu mieux, on a un peu amélioré la vie, probablement de centaines de milliers de personnes. Juste un exemple, ça c'est un rapport officiel, un projet en Angola, 47 000 personnes impactées par un projet. Donc on sait que des centaines de milliers de personnes on a influencé positivement. Comme je vous disais, un des plus beaux résultats, c'est le Mozambique. On a fini de libérer ce pays. C'est considéré comme la plus belle réussite des traités d'Ottawa, de la lutte des traités d'Ottawa. Et quand on a fêté les 20 ans des traités d'Ottawa, ça a été fait à Maputo, parce qu'en fait, cette ville est devenue le symbole de cette réussite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traités d'Ottawa ont réussi sur plein d'éléments. Il y a un élément où ça foire complètement, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est eux qui le disent, c'est le déminage. Donc les pays signataires étaient engagés à déminer leur territoire dans les 10 ans. Au bout de 10 ans, il n'y avait rien. Au bout de 15 ans, il n'y avait rien. Au bout de 20 ans, quand on a fait ça, il y en avait un. C'était le Mozambique. Et le Mozambique a été utilisé, en fait, enfin, il y en avait plusieurs, mais les autres, c'était du style la France, quoi. Voilà. Puis encore, ça c'est pas très intéressant. Mais le Mozambique, c'était le premier pays pauvre, fortement miné, qui était arrivé. Et ça a été utilisé pour dire c'est possible. Et on était acteurs de ce truc. Quand j'ai fait le communiqué de presse en Suisse pour ça, il y a le Journal du Jura et le Quotidien jurassien et RJB qu'on relayait. Alors, Diguer, comment ça marche ? C'est une fondation reconnue d'utilité publique, donc on n'a pas d'accès à des investisseurs, on n'a pas de subsides. Les gens nous disent « Ah, vous avez des subsides !» Pas de subsides. On est financé des fois pour des projets par le canton de Berne. Le canton de Berne nous aide, mais sur projet. Mais Diguer même ne reçoit aucun subside. On n'a pas de groupe financier derrière, j'aimerais bien, hein, mais pas. Je n'ai pas de fortune cachée. Donc en fait, les gens qui nous aident, c'est des privés, comme je vous disais, à l'image d'Eliane Amstutz qui fait sa vente avec ses tableaux. Parce que j'ai bien 2 exemples, et ils sont magnifiques, il faut aller voir après. Hein. Je veux voir tous aller voir, hein, parce que voilà. Donc c'est ça qui nous permet de vivre. On a à peu près 2500 donateurs plus ou moins réguliers chaque année. Et puis on a à peu près des entrées, à peu près 800 000 francs de dons. Grâce à ça, qui permettent de faire quand même fonctionner 9 employés plein temps. Puis après, c'est sûr que ce qu'on vend, on doit vendre. On ne tourne pas avec ça, hein, mais on doit vendre nos machines. On doit quand même trouver des financements sur lesquels ça nous paye en fait aussi un peu notre travail. Mais avec ça, on arrive un petit peu survivre, quoi, grâce à ça, quoi. Mais donc, sinon, on n'y arriverait jamais. La petite image là, c'est des écoliers au sud de l'Autriche, qu'on fait une action, et eux, ils ont carrément réussi, avec l'aide de la Croix-Rouge de l'Autriche, à financer une machine complète pour la Bosnie. C'est là le travail toujours, c'est la plus vieille qu'on a encore en activité. Voilà, comment vous pouvez nous suivre ou nous soutenir, ça c'est toujours bien. Alors, vous avez l'Expo Diguer, on a des guides qui sont ici. Et puis, l'Expo Diguer, vous allez sur notre site, vous pouvez faire une visite simplement de notre site. Et puis, tout ce que je vous ai dit est bien mieux expliqué avec des vraies mines, avec une machine, 2 machines, vous pouvez voir, il y a... Voilà, vous aurez une visite guidée, et puis ça vaut la peine, faites-le. Mais il faut être, voilà, c'est des visites guidées, on ne peut pas être ouvert en permanence, c'est sur réservation, mais faites-le, je vous encourage.
On a notre petit journal sur lequel vous pouvez vous abonner, c'est 4 fois par année. On n'envoie pas, nous, on ne fait pas de mailing. On ne fait pas de mailing non adressé ou on n'achète pas d'adresse. On fait pas de... Si on vous démarche dans les gares, ce n'est pas nous. Il y a plein de gens qui nous téléphonent. Ah, je vous ai fait un don. Ben, ce n'est pas nous, c'est un autre. Voilà. Nous, on ne fait pas. Donc, nous, c'est ça. Les gens, volontairement, ils s'inscrivent ou pas. Et puis, ils reçoivent le journal, c'est gratos, 4 fois par année, c'est même pas épais. Et puis, il y a un bulletin de versement. Et puis, c'est ça qui nous permet de survivre. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, sinon, ben, il y a notre site. Voilà, puis je crois que j'ai fini. Ta-ta.